D'abord, je me présente, je suis Labias Libel, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, et je travaille sous la supervision de M. Attal sur le projet de l'identification in situ de la raideur dynamique de transfert caractérisant l'interface d'isolation entre deux structures. Pour commencer, alors voilà le plan de la présentation. Je vais commencer par présenter le contexte du projet ainsi que les problématiques. Ensuite, je vais traiter les méthodes d'identification ainsi que les méthodes de validation utilisées dans ce projet. Ensuite, je vais passer à la validation numérique et expérimentale. Et avant la conclusion, je vais terminer par présenter les interfaces qui ont été développées dans le cadre de ce projet. D'abord, la présentation du projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet plus grand qui est CRIAC VC05, qui est en collaboration entre le groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke et l'ICAR de l'ETS, et financé par le Consortium de recherche et d'innovation en arrêt social du Québec, et le CARIC, le CRSNG, Falker et Bell Helicopter, finalement Bombardier Aerospace. L'objectif de ce grand projet étant d'améliorer la connaissance du bruit généré par des systèmes comme le moteur d'un avion, la transmission d'un hélicoptère ou la pompe à huile d'un avion. L'objectif aussi est de développer des outils d'analyse qui pourront être utilisés pendant la phase de conception de design d'un nouvel aéronef. En effet, un aéronef, tout comme les autres véhicules, contient des sources, des composantes actives qui représentent des sources de vibration, dans ce cas un turboréacteur d'un avion, et qui transmet via une interface d'isolation et des chemins de transfert ici solidiens vers une structure réceptrice, dans ce cas la cabine, et ce bruit rayonne acoustiquement dans la cabine. Ce bruit, il affecte d'abord le confort des passagers et aussi diminue la capacité de communication entre les membres d'équipage. Cela peut entraîner aussi la fatigue, le stress, l'insomnie, etc. Cela pourrait être atténué en améliorant simplement la caractérisation et la conception des sources de vibration, des interfaces d'isolation, des chemins de transfert et des structures réceptrices. Ce projet de maîtrise se focalise particulièrement sur les interfaces d'isolation, et l'objectif est d'étudier des méthodes pratiques permettant de caractériser l'interface d'isolation in situ. Ça veut dire on ne va pas enlever l'interface d'isolation de la structure principale, mais on va essayer de la caractériser sous des conditions représentatives de montage. Alors, pour l'état de l'art, le problème peut être représenté de la façon suivante, considérant le système dynamique décrit schématiquement par la figure suivante. Ce système illustre une large gamme de systèmes à condition que ça puisse être décomposé, une partie source qui contient un nœud qui contient la source de vibration et qui transmet via une interface de connexion des vibrations jusqu'à un point récepteur appelé ici U15. L'objectif est de déterminer par une mesure in situ la raideur dynamique de transfert qui est KC2C1, qui relie, en fait, K est représenté par toute cette matrice-là et qui relie les forces au déplacement des deux côtés de l'interface d'isolation. Ici, c'est représenté par un ressort, mais ça peut contenir plusieurs ressorts ou plusieurs isolateurs de façon générale. On s'intéresse à ce terme-là car c'est celui-là qui caractérise le transfert d'énergie entre un point C1, un déplacement au niveau d'un point C1, et la force au niveau d'un point C2. Car il sera une propriété de I seulement, ça veut dire qu'il ne va pas être dépendant de la structure, ni la structure source utilisée, ni la structure réceptrice. Alors, d'abord, quelles sont les méthodes classiques d'identification de la raideur dynamique? L'une de ces méthodes repose sur une mesure en laboratoire sous l'hypothèse d'un côté bloqué. La figure que vous voyez ici représente un isolateur qui a été fixé sur un banc d'essai rigide, et sous l'hypothèse que le déplacement au niveau de C2 est très inférieur par rapport au déplacement au niveau de C1, le système d'équations se simplifie et on a cette formule-là. FC2 égale KC2C1 fois multiplié par UC1, ce qui facilite quand même le problème et rend la résolution beaucoup plus facile. Notez ici que KC2C1 pourrait être, par exemple,
peut représenter par exemple une interface de plusieurs points de connexion et de plusieurs degrés de liberté. Donc ce sera dans ce cas une matrice et non pas un scalaire. Notez aussi qu'il dépend de la fréquence, d'où le terme dynamique. Alors cette méthode-là, elle exige des bandes d'essai rigides spécialement conçus, qui sont coûteux et encombrants, et elle nécessite que les isolateurs soient retirés de leur montage d'origine. Alors, j'ai oublié de noter que FC2, dans ce cas en particulier, a été, par exemple, mesuré grâce à un capteur de force, et UC1 ici a été mesuré par un accéléromètre, et KC2C1 est obtenu par l'inversion de UC1 multiplié par FC2. Alors, dans ces conditions, il est compliqué de tenir compte de toutes les conditions réelles de montage, parce que cet isolateur, imaginez, qui réel et il supporte un moteur, donc il y a une prédéformation et une précharge que ce montage-là ne peut pas prendre en considération, d'où l'intérêt des méthodes in situ qui prennent en considération les conditions du montage. La première méthode in situ, c'est la méthode in situ direct. Alors, cette méthode permet de déterminer la raideur d'une interface d'isolation à partir de l'inverse de la matrice de mobilité, ici présentée par Y. Notez ici que Y, la mesure de mobilité se fait sur le système complet. C'est ici des notes S, l'ensemble S et R. Donc, on a le système complet. On mesure la mobilité sur ce système-là en appliquant des forces au niveau de l'interface et on mesure la réponse au niveau ici de l'interface du système complet. Et cela nous permet de déterminer la valeur de KC2C1 qui représente la raideur dynamique de transfert. Alors, la méthode in situ direct consiste à mesurer directement cette matrice d'admittance Y, c'est pourquoi on l'appelle direct. La deuxième méthode qu'on a étudiée dans ce projet est la méthode in situ réentrée. Alors, cette méthode, elle permet de déterminer la valeur de Y, la matrice Y, en utilisant des points déportés que vous voyez ici, les points A du côté de la source et les points B de la partie réceptrice, et ce qui facilite, ce qui rend pratique cette méthode, parce que l'accès aux points requis C1 et C2 n'est pas toujours possible, il est souvent limité. Passons maintenant à la méthode qu'on a utilisée dans la validation, principalement la méthode de TPA Mount Stiffness. Alors, cette méthode, elle permet de déterminer la réponse au niveau d'une node d'interface U4 en utilisant une certaine description des vibrations au niveau de l'interface. Ici, on mesure par exemple UC1 et UC2, et on utilise la raideur dynamique de transfert qui est KC1C2 de l'isolateur I, qu'on vient de déterminer grâce aux méthodes in situ et in situ direct, et la mobilité de transfert Y42 paires pour reconstruire cette réponse-là. Ensuite, si on mesure la valeur réelle de U4 et en la comparant à la valeur construite, on pourrait, ça permettra de valider, entre autres, la raideur dynamique utilisée. Alors, l'utilisation d'une raideur identifiée sur un autre système va permettre aussi la validation de la transférabilité. Imaginez qu'on va prendre cette interface d'isolation, on va la caractériser sur un ensemble S1 et R1, et ensuite on va l'utiliser dans cette méthode-là. Passons à la validation numérique et expérimentale. Alors, ce montage, pour valider d'abord les méthodes in situ direct et in situ round trip, on a utilisé un modèle élément fini de deux plaques connectées par un ressort assis de garde de liberté. Ce que vous voyez ici, c'est la réponse, c'est la valeur de la raideur de transfert déterminée par la méthode in situ direct ici et la méthode in situ round trip ici. La valeur en noir, en rouge plutôt, elle correspond à la valeur de la raideur identique, à la valeur réelle, et la courbe en noir, elle correspond à la valeur de la raideur identique. On voit très bien que, indépendamment des erreurs numériques rencontrées dans cet exemple, la qualité de reconstruction prouve que la raideur dynamique identifiée, elle est indépendante du système. La méthode round trip aussi, on a prouvé qu'elle permet
non seulement l'utilisation de positions de mesure à distance. Ici, vous voyez qu'on a utilisé 3 points du côté source et 3 points du côté de la plaque réceptrice, mais vous voyez bien qu'elle apporte une surdétermination sur le système, ce qui permet de stabiliser l'étape d'inversion qui est cruciale pour ces méthodes-là. Le deuxième exemple qu'on a utilisé pour la validation numérique, c'était un exemple de 2 plaques connectées par un élément SIP bouche à 6 degrés de liberté. Et ça nous a permis d'étudier l'influence du nombre de points A et B. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est la valeur de la raideur réelle, elle est en noir. En rouge, c'est en utilisant 2 points, la valeur identifiée par in-situ round-trip avec 2 points. En vert, avec 4 points. Et en bleu, vous voyez très bien qu'on arrive à converger en utilisant 6 points. Et la conclusion est que l'erreur d'identification diminue en augmentant le nombre de points d'excitation, ce qui est tout à fait naturel. On a aussi étudié l'alignement de part et d'autre des nœuds de connexion, puisque dans cet exemple, et dans la plupart des cas, on n'utilise que des excitations suivant Z, vu la nature du système. L'hypothèse du fait que C1 et C2 soient alignés est très importante dans ce cas, et c'est ce qu'on vient de démontrer. Vous voyez ici, la courbe en rouge elle correspond à la raideur identifiée, et la courbe en noir, elle correspond à la valeur réelle. Alors, la valeur estimée de la raideur selon TZ est complètement en désaccord avec la valeur réelle, ce qui confirme que l'hypothèse d'alignement elle est très importante dans ce cas. Finalement, on a utilisé le même modèle pour étudier l'influence de la raideur de l'isolateur par rapport à la rigidité des 2 plaques, la rigidité du système d'une façon générale. Vous voyez qu'en utilisant 6 points, avant, on arrivait à converger avec 6 points. Vous voyez la courbe en bleu, on arrive à déterminer la bonne valeur de K. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on a réduit la valeur de la raideur dynamique, en passant de 10 puissance 6 newton par mètre à 100 newton par mètre, on n'arrive plus à converger, ce qui correspond à la courbe en rouge ici. Mais en utilisant plus de points, on arrivera finalement à bien identifier, d'où la force de la méthode in-situ round-trip et son intérêt. Pour la validation expérimentale, on a commencé par utiliser un système très simple qui consiste à placer l'isolateur entre 2 masses et tout le système a été suspendu. Ici, je vous présente les résultats de la méthode in-situ direct performée sur ce montage-là. Et on a voulu valider les résultats avec une méthode. On a validé les résultats avec une méthode classique qui est la méthode de résonance. Ce qu'on a fait dans cette méthode, c'est qu'on a fixé l'isolateur sur un banc d'essai. On a fixé sur l'isolateur une masse connue. En fait, on a utilisé 3 masses et 3 excitations différentes selon les 3 degrés de liberté. Donc, à partir de la valeur de résonance qu'on va identifier, et connaissant la masse et la fréquence de résonance, on pourrait déterminer la valeur de K à cette fréquence-là. Ce qui correspond aux astérix que vous voyez sur la courbe ici. Comme on a 3 masses et 3 degrés de liberté, on aura 9 valeurs, ce qui permet quand même de valider la valeur identifiée par la méthode in-situ direct. Vous voyez qu'on a un bon accord, mais il y a des erreurs qu'on rencontre qui correspondent à la plus petite masse, et ceci est dû probablement à la nature d'abord instable du montage. L'hypothèse que la masse de l'isolateur est négligeable devant celle des masses utilisées, et finalement la faible précision de la mesure des mobilités en basse fréquence. La validation des méthodes in-situ direct et méthode de Landry a été aussi faite sur 2 systèmes, mis à part le système des 2 masses. Elle a été faite sur des bancs d'essai à l'ETS que vous voyez ici en vert, et un banc d'essai EGOS qui est représenté en bleu. Et là, chaque couleur correspond à un banc de test particulier et la méthode qui a été appliquée. Voici le résultat de la raideur dynamique. En noir, ça correspond aux 2 masses et la méthode in-situ direct. En rouge et en vert, ça correspond au banc de test de l'ETS, avec le vert correspond à la in-situ direct et le rouge à la in-situ round-trip. Et finalement, le bleu correspond au banc d'essai utilisé le GOS.
On voit que la tendance générale, elle est la même pour tous les courbes, ce qui prouve que la raideur dynamique, et finalement, ne dépend pas du banc de test utilisé, mais plutôt c'est une propriété intrinsèque de l'élément. Et on peut voir aussi l'influence de la surdétermination du système en comparant la courbe en vert, qui correspond à la méthode in situ direct, à la courbe en rouge, qui correspond à la méthode round trip. Vous voyez très bien que la courbe en rouge, qui correspond à la round trip, est beaucoup plus stable que celle qui correspond à la méthode directe. Pour valider davantage ces méthodes, on a appliqué la méthode Mount Stiffness sur le banc de l'ATS. On a considéré un point cible noté ici C, et on a utilisé la raideur identifiée par la méthode in situ direct et la méthode round trip sur ce banc de test pour calculer la valeur du déplacement, de l'accélération, enfin la réponse de ce point C. L'excitation qui a été appliquée sur ce système, elle est suivant Z, et on a utilisé la technique du marteau d'impact. La courbe que vous voyez ici, elle représente la réponse de ce point C, suivant Z. La courbe noire, elle correspond à la référence. Celle en vert, elle correspond à l'utilisation de cas provenant de in situ direct. Et celle en rouge, elle correspond à la méthode Drug. Vous voyez ici que la réponse en prédite avec une précision considérable, où de nombreuses résonances a été bien identifiées. Et on voit aussi que in situ round trip fournit globalement une meilleure prédiction que celle de in situ direct, tous en termes. Pour valider davantage les résultats trouvés sur ce système, on a utilisé les valeurs de cas identifiées sur ce banc de test pour estimer la valeur de la réponse sur un autre banc de test que vous voyez ici, au gauche. Le point cible, il est marqué ici en rouge. Ces courbes correspondent à la réponse selon X, Y et Z de ce point cible noté ici en rouge, marqué en rouge. La courbe en vert, elle correspond au cas de in situ direct, et celle qui est en rouge, elle correspond au cas de in situ round trip. Et vous voyez très bien que la tendance générale, elle est quand même très bien prédite avec ces valeurs-là, ce qui montre la transférabilité de la raideur qu'on a mesurée d'un mode de test à un autre. Alors, pour finir, je vais présenter les applications exécutables qui ont été développées dans ce projet. Alors, parmi les objectifs de ce projet était de développer une architecture logicielle ouverte et modulaire qui permet d'identifier la raideur dynamique grâce à une méthode in situ, et aussi de faire des prédictions TPA, de Transfer Path Analysis, une analyse de chemin de transfert grâce à ces applications. La première méthode, la première application, c'est Nova TPA. Cette application, elle permet de gérer des projets de Transfer Path Analysis. Elle permet d'assembler et visualiser les données numériques et expérimentales. Et c'est ce qu'on a utilisé. On a utilisé cette application-là pour les résultats que je viens de présenter. Elle permet aussi de créer, gérer, configurer et résoudre les modèles TPA. Et finalement, elle permet de visualiser les réponses estimées et de référence, les différents paramètres d'inversion que je n'ai pas présenté dans cette présentation, mais ça correspond à des méthodes d'inversion généralisées. Et finalement, la contribution des différents chemins de transfert, ce que vous voyez ici à droite et en bas, ça correspond à la contribution de plusieurs chemins de transfert dans la vibration d'un point cible, par exemple. La deuxième application, c'était Nova ADSMI, qui correspond qui permet enfin de calculer la valeur de la raideur dynamique grâce aux méthodes in situ. Permet aussi de gérer des projets, assembler et visualiser des données numériques et expérimentales, et finalement de créer, gérer, configurer et résoudre les modèles in situ. Elle suit à peu près le même schéma et permet aussi de visualiser la raideur estimée et les paramètres d'inversion. Comme conclusion et perspective pour ce projet, les méthodes in situ
ont été appliqués sur des systèmes qui sont représentatifs de la réalité. Ils sont des systèmes quand même, des systèmes résonants. Ils ont fait preuve de leur praticité et robustesse. Les résultats ont été montré que la méthode in situ round trip, elle permet non seulement l'utilisation de positions de mesure à distance, mais aussi elle permet de stabiliser l'étape de l'inversion. Les radars obtenus ont été validés davantage avec la méthode T-Permanent Stiffness et leur transférabilité a été vérifiée. Cependant, les erreurs ont été exprimées à basse fréquence, probablement dues à des degrés de liberté négligés, comme j'ai expliqué tantôt, et la précision de la mesure des mobilités, ainsi que l'hypothèse d'un seul chemin de transfert, parce que dans les mesures qu'on a faites, on a utilisé qu'un seul chemin de transfert au lieu de plusieurs dans la détermination de la valeur de la raideur. Et indépendamment finalement des raideurs rencontrées, les résultats ont fourni des preuves que la raideur d'un élément I, la raideur intrinsèque, pourrait être déterminée par des mesures faites sur le système assemblé, c'est-à-dire des mesures in situ. Comme perspective pour ce projet, on pourra tester ces modèles sur des systèmes réels, à savoir la pompe montée sur le fuselage d'un avion, la boîte de transmission montée sur le toit d'un hélicoptère, etc. Et on pourra notamment ici utiliser les outils que j'ai développés dans ce projet. L'utilisation des méthodes in situ direct et in situ round trip pourrait être faite pour caractériser une interface d'isolation, cette fois constituée de plusieurs isolateurs au lieu d'un seul isolateur. On pourrait aussi tester expérimentalement l'influence de la raideur et mener une étude paramétrique sur cette méthode-là. Finalement, pour que la méthode in situ round trip et pour que la méthode in situ direct aussi soit adaptée et utilisée en toute confiance dans le cadre de l'industrie, les sources d'erreurs doivent être davantage identifiées et correctement quantifiées et également prises en compte. Finalement, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.